Bonjour Laurent Anzon. Bonjour. Donc on a eu affaire dans les derniers mois à un espèce de battage médiatique sur le dernier livre d'Éric Zemmour, Le suicide français. Est-ce que vous partagez son constat ? Le constat du suicide ? Non. Je pense que le livre d'Éric Zemmour est un livre désespérant. C'est un constat qui est souvent juste, des analyses qui sont souvent frappées au coin du bon sens. Il n'y a pas de souci avec ça. Donc on va dire que le constat ne me paraît pas en soi problématique. Ce qui est plutôt problématique avec le livre d'Éric Zemmour, je trouve, évidemment, c'est que même s'il, je dirais, il sensibilise une grande partie de la population sur, on va dire, sur les problématiques de notre époque, les enferme aussi globalement dans un sentiment de frustration, d'impuissance, plutôt désespérant. Je crois qu'il utilise et il abuse un peu souvent du terme mort, ressuscité, enfin bref, un vocabulaire très létal. On a tendance à penser, après avoir lu ce livre, que malheureusement les solutions n'existent pas et que finalement on va droit devant nous dans une situation de conflictualité incandescente à laquelle on ne pourrait rien changer. On sort du livre d'Éric Zemmour avec l'impression qu'il n'y a plus de solution ni d'action politique possible pour éviter le pire. Et c'est un peu problématique évidemment. Ça n'enlève rien à la valeur du bouquin sur des tas d'autres aspects évidemment. Une guerre civile, si elle a lieu, comment ça se passe ? D'abord, une guerre civile, si elle a lieu, la guerre civile, ça n'existe pas. Il y a des guerres civiles. Et la guerre civile, d'abord, il faut essayer de le définir un petit peu le mot, parce que sinon, on ne sait plus de quoi on parle. Tout le monde comprend vaguement ce que ça veut dire, mais définissons-le concrètement. La guerre civile, c'est un conflit, c'est une guerre qui a lieu à l'intérieur d'un État. C'est-à-dire, c'est une guerre dont les protagonistes ne sont pas des États les uns contre les autres, ou des peuples avec leur État les uns contre les autres, mais sont des peuples sous un même État, à l'intérieur d'un même État, pour accéder à l'État, ou pour prendre le contrôle de l'État et imposer en quelque sorte leur puissance politique. Ça, c'est l'objet de la guerre civile. Est-ce que votre question c'était donc est-ce que la guerre civile est comment ça se passe comment ça se passe, comment ça se goupille? Oui, en général ça intervient dans l'histoire pour résoudre des problèmes qui n'ont pas pu être réglés autrement. En clair, c'est-à-dire que la guerre civile intervient dans l'histoire quand il faut traiter par le conflit, ou en tout cas quand les protagonistes sont contraints de traiter par le conflit des problèmes qu'ils n'ont pas pu traiter politiquement, diplomatiquement et autres. Qu'est-ce qu'on essaie de traiter dans la guerre civile? C'est-à-dire si on prend un peu de champ et qu'on se dit mais finalement qu'est-ce qu'on essaie de régler comme problème quand les gens se foutent sur la gueule? On distingue plusieurs types de guerres civiles. Il y a ce qu'on a appelé les guerres de libération nationale ou guerres de décolonisation. En général, on essaie de foutre dehors un État colonial ou une occupation étrangère. Ce sont les guerres de libération. Il y a des guerres qui sont de guerres de libération, mais qui sont éventuellement des guerres provoquées par des tiers. C'est ce qu'on appelle les proxy wars, c'est-à-dire les guerres de la guerre froide, celles qui servaient en fait à des grandes puissances de se faire la guerre par puissance locale ou régionale interposée et de déclencher des conflits en activant éventuellement des facteurs de conflictualité, de stress dans des pays qu'ils souhaitaient contrôler ou déstabiliser. Deuxième facteur. C'est ce qui se passe aujourd'hui ? Je ne sais pas ce que j'ai dit. Et le troisième facteur de guerre, c'est ce qu'on appelle de guerre civile, c'est ce qu'on appelle plutôt la guerre entre voisins, la guerre des voisins, si vous voyez ce que je veux dire. C'est ce qu'on a trouvé au Rwanda, en Yougoslavie, etc., ou en Tchétchénie notamment. C'est-à-dire c'est des guerres où les protagonistes ne prennent pas toujours la forme d'armées constituées, mais où les populations se jettent les unes sur les autres. Vous voyez, donc ce sont des petites, des nuances comme celle-là. Qu'est-ce que la guerre civile cherche à résoudre? C'est une question qu'il faut se poser, parce que pour savoir si elle a des chances d'avoir lieu, si elle n'a pas de chance d'avoir lieu, parce que Zemmour a l'air de penser qu'elle doit absolument avoir lieu, si on fait abstraction de ça, qu'on essaie de se demander, mais avant qu'elle se passe, qu'est-ce qu'elle est censée résoudre comme problème en fait pour les gens, ou qu'est-ce qu'elle est censée en tout cas manifester comme problème non résolu, plus exactement. Elle manifeste comme problème non résolu celui de la cohésion du peuple.
Dans les guerres de libération, on cherche à se débarrasser d'un État colonial, donc d'une loi qui n'est pas la nôtre, d'un ordre ou d'une exploitation qui n'est pas la nôtre, d'une domination qui n'est pas la nôtre. Dans le cas d'une occupation étrangère, on cherche à se débarrasser d'une population qui n'est pas la nôtre. Pourquoi ? Parce que cette population a un mode de fonctionnement, un ordre politique ou présente un certain nombre de caractéristiques qui sont gênants et qui ne permettent pas, en quelque sorte, qui rendent le peuple insatisfait. Du point de vue du politique, je ne parle pas au niveau individuel, du point de vue du politique, la guerre civile cherche en fait inconsciemment, enfin les protagonistes de la guerre civile cherchent inconsciemment à réduire leurs différences. C'est-à-dire qu'ils essayent inconsciemment de restituer au groupe politique, à l'entité politique, l'État notamment, sa cohésion, son organisation, sa cohésion, son unité en quelque sorte. On sait que le génie du politique depuis la nuit des temps, c'est l'art de concilier l'unité et la diversité. C'est-à-dire de créer les conditions de l'unité en maintenant, si possible, aussi les conditions de la diversité, diversité qui sont des diversités toujours relatives. Il y a dans toutes les sociétés des critères qui sont susceptibles d'augmenter cette hétérogénéité ou au contraire d'augmenter cette unité, cette uniformité. La société dans laquelle nous vivons, c'est une société qui se veut ou qui se dit multiculturelle. Bien, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est une société qui a renoncé à 3 facteurs d'unité absolument indispensables. Le premier, c'est le principe, un principe commun, c'est-à-dire que les peuples vivent dans des États, dans des unités politiques, sous un principe commun. Un principe qui peut être un principe impérial, un principe de souveraineté, mais en tout cas qui se pense, qui se constitue comme principe commun. C'est pas par ordre d'importance ce que je vais vous dire. Le deuxième facteur qui maintient, qui permet l'unité, c'est la force. Des populations relativement diverses sont maintenues ensemble dans un état politique, dans une forme politique, à partir du moment où il existe une force pour les maintenir ensemble. C'est-à-dire pour leur donner la cohésion et je dirais résoudre les inévitables conflictualités générées par les différences de sensibilité, d'appréciation, de coutumes, de langue, de religion, le cas échéant, etc. De pratiques religieuses, etc. Il y a donc ce deuxième paramètre, c'est le paramètre de la force. Et le troisième paramètre, c'est la question des territoires. Les populations ont besoin de vivre leurs normes, quoi qu'on pense de ces normes-là, qu'on les juge bonnes ou pas bonnes, ce sont des normes, mais un groupe, une collectivité ne tient que parce que les gens partagent des normes communes. Si vous ne partagez pas de normes communes, vous êtes obligé, quand vous avez un gamin qui fait trop de bruit dans la rue, dans l'absolu, vous n'êtes pas autorisé, parce que quelque part il n'est pas censé avoir votre norme, lui dire de baisser d'un ton parce qu'il est 1h du matin. Vous êtes obligé d'appeler la police. Et donc, le contrôle social par le potin méchant, en quelque sorte, ne fonctionne plus. C'est-à-dire que vous n'avez plus de cohésion sociale, de cohésion de normes, vous n'avez que des individualités qui ne partagent plus les fondamentaux et qui ont besoin en permanence de l'État, qui ne peuvent plus résoudre leurs problèmes au quotidien et qui perdent toute cohésion. Donc un peuple, une collectivité n'existe que parce qu'elle se constitue des normes communes qui sont aussi l'expression d'un substrat pré-réflexif, c'est-à-dire d'une sensibilité antérieure commune. C'est là-dedans que les choses se font. Or, le lieu de l'incarnation de ces normes dans l'histoire, c'est le territoire. Les êtres humains sont des animaux territoriaux aussi. Ils ont des instincts territoriaux. Il n'y a qu'à regarder les haies de tuya qui bordent toutes les constructions de maisons neuves ou anciennes parfois, pour se rappeler que l'idéal d'un être humain qui serait débarrassé de tout sentiment, je dirais, ou d'instinct territorial est une fiction, une lubie pure. La réalité, c'est que les êtres humains sont des animaux qui sont attachés au territoire et que le territoire, dans l'ordre du politique, c'est le lieu où s'incarne la collectivité, où elle peut potentialiser ses aspirations, ses normes, son génie propre dans l'histoire. Et ça implique qu'elle soit là où elle l'est, relativement isolée ou protégée des normes des autres, des valeurs des autres, des projets des autres, de la puissance des autres, etc. Et donc, ce qui est la condition de l'unité dans la diversité en politique, la force qui permet de maintenir ensemble la diversité, la norme qui permet de trouver des points communs et de fédérer les gens sur des principes qui surplombent leurs différences, et en dernier lieu les territoires, comme dans un empire où chaque peuple a son espace sanctuaire, qui permettent à chacun de potentialiser ses aspirations sans être en permanence remis en question par celles des autres. Ces 3 paramètres-là ont été sapés. Et le projet multiculturel, c'est un projet qui veut faire de l'unité dans la diversité, sans les 3 grands outils
de politique que sont l'autorité, le principe commun et le territoire, et le respect des instincts territoriaux. Donc ça nous mène à quoi ça? Eh ben, ça nous mène au fait que ces gens-là, alors il y a deux explications possibles. Il y a l'explication, on va dire, hétérotélique. Ils sont cons, ils n'ont pas compris, ils ont des objectifs qui sont des objectifs humanistes, et puis bah ça part en vrille et ça fait pas exactement ce qu'ils veulent. Bon voilà. Ou l'autre truc, c'est qu'ils ont un objectif et puis ça réalise exactement l'inverse de ce qu'ils veulent réaliser. Ils veulent une société de la paix, de la fraternité, de la compréhension, et ils fabriquent une société de la guerre, de la violence et de la haine. Bon. Donc on va dire que la première explication c'est l'hétérotélie. On a affaire à des idiots qui pêchent par incompétence, par idéalisme et par utopie, et qui globalement essaient de fabriquer un monde qui va se retourner contre nous et contre eux. Première explication. La deuxième explication, et les deux existent ensemble, hein, et la deuxième explication, ce sont des acteurs qui eux comprennent parfaitement la nature de ces changements et qui poussent à ces changements parce qu'ils cherchent les résultats de ces changements, c'est-à-dire ils cherchent à produire les effets attendus de leur politique. Aujourd'hui, la guerre civile, puisqu'on a commencé à parler de ça, la question de la guerre civile, c'est une question qui est précisément de cet ordre-là. La guerre civile, c'est le moment où les peuples qui n'ont pas pu régler ces problèmes-là politiquement, c'est-à-dire qui n'ont pas pu restituer les conditions d'un minimum de cohésion sociale et d'homogénéité de fonctionnement, sont obligés de la rechercher par le conflit en excluant ou en réduisant, en isolant, en mettant à distance ou en éventuellement se débarrassant de ce qui pour eux, hein, bien évidemment, crée l'hétérogénéité, crée le conflit, crée la dissemblance, crée l'incompréhension. Et donc, c'est pour ça que les guerres de libération nationale sont des guerres civiles, c'est pour ça que les guerres entre voisins sont des guerres civiles. À un moment donné, le corps social, en quelque sorte, ne peut plus s'éprouver comme corps social, cherche en quelque sorte à se constituer comme groupe, ne peut plus le faire, et donc vous avez la fameuse ces chaînes de conduction de stress qui ne peuvent plus se mettre en place, qui ne fonctionnent plus, et vous avez donc ce que Girard a bien décrit, donc la recherche du bouc émissaire. Le bouc émissaire, c'est la collectivité haute, c'est celui qui nous empêche, qui n'éprouve pas les choses comme nous, qui ne partage pas les mêmes intérêts, et qui, à un moment donné, en quelque sorte, par sa seule existence, sa seule présence, ou sa volonté, ses propres intérêts, empêche le corps social de s'éprouver comme une unité politique.